Merci à l'École lyonnaise d'inviter un ingénieur au podium. Ça fait 10 ans que j'étudie l'anatomie de la trochlée et du coup le dessin de la prothèse, notamment avec David Dejour. Et il y a 10 ans, on a analysé les formes de 5 prothèses pour comparer la morphologie à l'anatomie. Et donc on a simulé des coupes à 0 degré de flexion, 15 degrés de flexion, 30 degrés. C'est surtout entre 0 et 30 degrés où la rotule pourrait sortir de sa course normale. Et on a tracé les contours. Et on a comparé l'anatomie des prothèses avec les seuils radiographiques qui sont très anciens de Bradstrom et de Merchant, qui disent que le sulcus angle devrait être en moyenne 138 degrés à 45 degrés de flexion ou 142 degrés à 30 degrés de flexion. Et ils ont également dit qu'au-delà de 144, ça représente quand même une dysplasie ou une trochlée pas assez profonde. Ils ont aussi parlé de la hauteur de la berge externe, parce que c'est pas que l'angle en fait. L'angle ne nous dit pas combien de millimètres la berge externe peut retenir la rotule. Et la valeur normale, c'est entre 4 et 6 millimètres. Et donc, cette graphique que j'avais présentée ne se comprend pas tout d'un coup pour un clinicien forcément, donc je vais vous l'expliquer. En bleu, c'est le sulcus angle à 0 degré. En rose, c'est à 15 degrés de flexion et en violet, c'est à 30 et 45 degrés de flexion. Et en appliquant les seuils de la dysplasie de trochlée définis par Bradstrom et Merchant, on trouve que 4 sur les 5 implants sont dysplasiques. Et pareil, si on regarde la hauteur de la berge trochléenne, donc ça doit être au-delà de 4 ou 5 degrés, on trouve que la plupart sont aussi pas assez hautes pour retenir la rotule. Et donc on s'est posé la question, pourquoi? Est-ce que c'est le design des implants ou les données que les fabricants ont utilisées qui n'étaient pas justes, ou est-ce que c'est une peur de overstuffing ou de trop contraindre la rotule et donc avoir un effet étau ou genou serré? Pour bien comprendre, il faut bien distinguer entre deux types de prothèses. C'est les topos suivants. Les prothèses inlay ou onlay, personnellement, et je pense David aussi, on préfère le mot trochlear resurfacing ou trochlear cutting. Parce que il y a des prothèses à coupe, on coupe la trochlée pour la remodeler complètement, et d'autres où on pose dessus, donc on est quand même restreint par la dysplasie présente d'avant. Une étude par un bon groupe a comparé ces deux prothèses et ils ont fait une peut-être fausse conclusion. Ils ont dit que les outcomes sont similaires, mais il y a plus de progression d'arthrose avec les prothèses à coupe. Mais quand on regarde leurs résultats, on trouve ils ont dit que c'est un match study, donc les patients ont des caractéristiques équivalentes, sauf qu'ils n'ont pas matché le grade de dysplasie de trochlée. Et il y a beaucoup moins de dysplasie de trochlée dans les prothèses à coupe. Et ça veut dire que la cause de l'arthrose fémoro-patellaire n'est pas la dysplasie, et donc ils ont plus de probabilité de développer arthrose fémoro-tibiale. Ce même groupe a publié une étude 5 ans plus tard en corrigeant un peu leur découverte, et ils ont trouvé effectivement qu'il y a d'autres facteurs que le dessin de la prothèse qui joue, notamment la dysplasie de la trochlée. Donc s'il y a de la dysplasie de trochlée, il y a moins de probabilité que ça va à l'échec. Et le groupe a aussi remarqué des difficultés dans le positionnement des implants à coupe. Effectivement, c'est pas qu'une question de design de l'implant, mais c'est aussi la technique chirurgicale et l'instrumentation qui va avec. Avec David, nous avons étudié le planning préopératoire justement pour optimiser le positionnement de la prothèse, et on a trouvé que c'était assez difficile parce qu'il y a 6 degrés de liberté, 3 angles et 3 translations, et on a remarqué que le agreement entre ce qui est planifié
et ce qui est exécuté en chirurgie était plutôt bonne pour des paramètres qui dépendent des repères osseux, mais mauvais pour tout ce qui dépend du cartilage et le flushness avec le cartilage. Et c'est normal parce que le cartilage n'est pas visible sur les scanners, et quand on fait une coupe de la trochlée, l'épaisseur de cartilage est exagérée. On remarque aussi que une prothèse fémoro-patellaire, si elle est bien conçue, elle peut aussi corriger le tilt de la rotule et même corriger la distance TTGT sans alignement distal. Je peux continuer plus loin? Ok. Ok. Une bonne revue de la littérature sur les prothèses à coupe a été publiée très récemment dans le Journal of Arthroplasty, mais j'attire votre attention sur le fait que souvent on utilise le critère de conversion à PTG comme le critère principal, et en fait ça dépend surtout de la sélection de patients. Cela ne dépend pas du design de l'implant, alors que les paramètres de douleur et score clinique dépendent plutôt de dessin de l'implant et des techniques chirurgicales. Dernièrement, nous avons étudié la morphologie de la trochlée dans des populations françaises, chinoises et sud-africaines. On a utilisé 5 paramètres différents. Et on a remarqué qu'en fait, il y a des différences importantes entre les différentes ethnies et les différents sexes dans plusieurs paramètres. Donc, les seuils qui étaient établis en 64 et 75 sont probablement pas applicables à toutes les populations du monde. Enfin, on retient le message de quand même penser aux patients qui sont prédisposés à avoir de l'instabilité patellaire. Connaissez bien l'implant que vous utilisez, et surtout que ces implants devraient être utilisés principalement quand il y a de la dysplasie pour éviter que l'arthrose se progresse. Merci beaucoup.